Bonjour à tous. Bon, vous voyez un tout petit souci technique, dont il y aura une petite partie du diaporama que vous ne pourrez pas voir. Donc on va voir si ça s'améliore pendant la présentation. Donc permettez-moi de me présenter, je suis François Baglinière, chargé de projet agro-industrie chez Biotech Santé Bretagne. En fait, on a un centre d'innovation technologique qui est là pour accélérer l'innovation sur la région Bretagne sur plusieurs marchés, dont donc la e-santé, l'éco-industrie, les biotech pharma, l'alimentaire, l'agro-industrie, la cosmétique et les technologies médicales. Et aujourd'hui, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire sur la valorisation des coproduits. Donc aujourd'hui, on va avoir la chance de traiter du sujet de la valorisation des coproduits, en fait, de l'identification des gisements jusqu'à l'étude de l'impact environnemental. Donc ça va être en 3 temps. Dans un premier temps, vous aurez Stéphane Tarade, qui est chargé de projet valorisation de biomasse chez Biotech Santé Bretagne, qui va traiter du sujet des gisements de coproduits, que ce soit en Bretagne ou au niveau national. Ensuite, Charles Delannoy va intervenir pour l'entreprise Procidis, qui est spécialisée en fait dans les procédés de valorisation de coproduits. Donc, vous parlez des différents traitements, des traitements et des procédés pour valoriser les coproduits. Et ensuite, Alexandre Francin de la société O2M, qui va traiter en fait de l'impact environnemental de cette valorisation de coproduits via l'analyse ACV. Donc Stéphane, je t'en prie. Et oui, très rapidement, entre chaque intervenant, vous aurez la possibilité de poser vos questions, les limites de 3, et la possibilité de continuer les échanges après la table ronde. Je t'en prie, Stéphane. Bonjour à tous et merci François. Donc effectivement, moi je suis chargé de transformation des biomasses au sein de Biotech Santé Bretagne. Donc à ce titre, en fait, mon rôle, ça va être d'identifier des biomasses sur le territoire et d'accompagner les entreprises dans leurs projets de valorisation de ces biomasses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler donc plutôt de la partie identification des gisements. Donc pour commencer, je vais revenir sur quelques petites définitions. Donc en fait, un coproduit, c'est un produit intentionnel obtenu lors du processus de production du produit initial. Et donc à ce titre, en fait, il a déjà une valeur économique et un marché qui est adossé et il est utilisable tel quel. Donc il n'y a pas vraiment d'approche réglementaire à proprement parler pour les coproduits, tout simplement parce qu'en fait, il est considéré comme un produit. Et quand on va parler plutôt de coproduits, on parle souvent plutôt des sous-produits et des déchets. Donc un sous-produit, qu'est-ce que c'est? C'est un produit secondaire qui est non intentionnel et qu'on va valoriser finalement dans un second temps et qui a souvent une faible valeur ajoutée. Là, par contre, on va avoir une approche un peu plus réglementaire qui peut être spécifique en fonction du type de coproduit. Et les déchets, donc les déchets, par contre, ça va être les résidus générés, non désirés, à traiter ou à éliminer. Donc eux, ils sont non valorisés et en général, ils ont même un coût de gestion pour le traitement. Voilà. Donc il y a aussi une approche réglementaire spécifique en fonction du type de déchets, que ce soit biologique, dangereux, etc. Donc par exemple, pour l'huile de tournesol, en fait, le coproduit, ça va être le tourteau des huilés qui va être destiné à l'alimentation animale, par exemple. En sous-produit, on va voir les coques des graines de tournesol. Et en déchets, on va voir les résidus de nettoyage. L'objectif, en fait, c'est d'orienter les déchets et les sous-produits vers la dénomination des coproduits. Alors ça peut nécessiter, par contre, une problématique, c'est des fois de sortir du statut de déchet. Donc ça demande ça implique des demandes réglementaires, donc notamment avec un CERFA, le 14831. Donc pour en revenir au gisement, en fait, il y a plusieurs catégories de gisements de biomasse. On va voir tout ce qui est les gisements liés à l'agriculture, donc tout ce qui est effluents d'élevage, résidus de culture, etc. Les gisements issus de l'industrie agroalimentaire, avec notamment tout ce qui est la transformation des industries, les industries de la viande, les industries fruits et légumes. On va voir les pelures, les choses comme ça. Tout ce qui est les coproduits associés à la forêt et aux industries du bois, donc notamment les sciures, les branchages, etc. Alors je ne vais pas trop les aborder aujourd'hui parce que ce n'est pas forcément dans le domaine de l'agroalimentaire à proprement parler. Les déchets urbains, donc ça c'est pareil, c'est un peu plus éloigné de l'industrie agroalimentaire. On va trouver tous les déchets organiques qu'on peut avoir chez nous. Et les biomasses donc issues du domaine aquatique, tout ce qui va être les produits de la pêche ou de l'aquaculture et les coproduits issus des algues. Autant pour moi. Voilà, donc en fait, pour parler de ces gisements et faire un peu un état des lieux, je voulais vous présenter 2 outils, donc un outil plutôt national, donc une plateforme
Visionnet, qui est en fait géré par France Agrimaire et qui recense différentes données sur les coproduits qui sont recensées par l'Observatoire national des ressources en biomasse. Donc c'est aussi, ça existe aussi sous forme de rapport, hein, on peut les trouver sur Internet, mais cette plateforme du coup a comme avantage de pouvoir lister un peu des tonnages ou des voies de valorisation qui sont déjà référencées. Au niveau plutôt régional, on a d'autres acteurs qui font un peu ce travail de recensement. Donc en Bretagne, on a l'Observatoire environnemental de la Bretagne, donc l'OEB, qui va avoir aussi des actions en termes de recensement au niveau des coproduits. Donc sur la carte qui est avec pas mal d'indicateurs rouges, ça va être les coproduits issus de l'industrie agroalimentaire. Et sur la carte à côté, on va avoir des coproduits un peu plus spécifiques qui vont être par exemple les coproduits des produits coquillés. Voilà, avec notamment les coquilles d'huîtres, les coquilles de moule, etc. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ces plateformes? On peut retrouver plusieurs données. Donc j'ai listé plutôt quatre tableaux, on va dire, sur les grandes familles qu'on peut retrouver en industrie agroalimentaire. Donc les coproduits céréaliers, avec tout ce qui va être les résidus de culture, les pailles, etc. Les issues de silos, les coproduits de l'industrie de trituration, mais aussi les coproduits de l'industrie céréalière. Donc ça représente énormément de volumes qui peuvent être après valorisés en alimentation animale, en litière ou en énergie. En France, on est un peu moins concerné par cette biomasse. On va plutôt avoir cette biomasse au niveau de la Beauce, par exemple, ou des régions de ce type-là. Les coproduits issus des fruits et légumes. Donc là, par contre, en Bretagne, on est plutôt concerné parce qu'on est la 3e région productrice de fruits et légumes. Donc là, pareil, on va retrouver sur ce genre de données plusieurs types de coproduits. Les coproduits issus de la betterave sucrière qui vont plutôt être issus du nord-est, les coproduits issus de la pomme de terre plutôt du nord. Et donc la Bretagne plutôt concernée par les coproduits de transformation des fruits et légumes, donc tout ce qui va être les pelures, les écarts de tri, les choses de ce type-là. Donc c'est référencé en tant que dresse de tomates par exemple, haricots verts. Voilà, donc c'est quelques exemples que l'on peut retrouver. Les coproduits issus du vin, donc là plutôt sud-ouest et Bourgogne, et les coproduits de la cidrerie. Voilà, donc pour quelques exemples voilà, sur les différentes coproduits issus des fruits et légumes. Au niveau de l'élevage et de la transformation, ça représente un gros gisement des coproduits. On va avoir tout ce qui est les coproduits liés à la transformation animale, et donc tout ce qui va être les coproduits de la viande et les coproduits d'abattage. Donc on va retrouver les os, les graisses animales, etc. On va retrouver aussi tout ce qui est les coproduits issus des ovoproduits, donc tout ce qui est les œufs, les coquilles d'œufs, les blancs d'œufs. Voilà, et en Bretagne, on est plutôt bien sur le secteur, avec plusieurs entreprises qui les valorisent. Et il y a aussi donc, tout ce qui est les coproduits issus de l'industrie laitière, parce qu'on est forcément la première région productrice de lait, voilà, en France. Voilà pour quelques exemples. Il y a un dernier tableau du coup sur ce qu'on peut retrouver aussi en termes de coproduits issus de l'industrie agroalimentaire. C'est tout ce qui est les coproduits aquatiques, donc les coproduits de poissons, que ce soit de la pêche ou de la pisciculture, avec notamment les coproduits de cabillaud, de truite, de saumon. On a aussi tout ce qui est les produits coquillés. Donc là, on est assez riche aussi en Bretagne. Donc tout ce qui va être les coproduits issus de la pêche de la Saint-Jacques ou les coquilles d'huîtres, les coquilles de moule. Et en dernier lieu, du coup, les coproduits issus des algues. Donc ça représente énormément de tonnage et on a du coup différentes données, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle bretonne. Hop. Une fois qu'on a parlé un peu de tous ces gisements avec les différents volumes et ces différents outils, en fait, on va, dans un second temps, pouvoir aller chercher les producteurs de biomasse. Donc là, pour le coup, soit on va directement voir des filières qui sont structurées, soit il y a des outils, et notamment un outil que j'aimerais mettre en avant qui est porté par Bretagne Développement Innovation, qui est la BaseCraft, où au 5 BSB, du coup, on l'incrémente, nous, sur la partie biotechnologie. En fait, c'est une base qui va référencer les différents acteurs dans différents domaines
et donc qui va en sortir après des cartographies. Donc je vous ai mis un exemple sur la transformation et commercialisation de fruits et légumes, où là, du coup, on va retrouver les industries impliquées sur cette filière-là et les commerces aussi impliqués dans cette filière-là. Donc quand on identifie finalement une biomasse intéressante ou un coproduit intéressant, on peut essayer d'identifier directement le producteur. Voilà. Je voulais continuer sur les principales voies de valorisation des coproduits. Donc on va valoriser les coproduits donc soit sur une valorisation alimentaire, soit en alimentation animale. En matière première pour l'industrie, donc ça peut être des biomatériaux ou l'industrie chimique. Valorisation agronomique, donc retour au sol, et valorisation énergétique. Par contre, je voulais mettre l'accent sur la hiérarchie des usages. En fait, on va plutôt prioriser l'alimentation humaine, puis le retour au sol, puis la valorisation de matière, la chimie et l'énergie. Tout simplement parce qu'on ne va pas déstabiliser en fait le processus de production et on ne va pas empêcher la population de se nourrir tout simplement. Donc en fait, c'est important de respecter la hiérarchie des usages. Et c'est de plus en plus mis en vogue avant de mettre les différents coproduits en valorisation énergétique, qui est vraiment le but final. Voilà, et je voulais finir peut-être sur une petite diapo au niveau d'un focus qu'on va sortir au sein de Biotech Santé Bretagne pour nos adhérents. C'est un focus sur les bioraffineries appliquées aux coproduits marins. Donc qui va se présenter en 4 volets, et dont le premier volet va être disponible là récemment, courant mars normalement. Voilà. Merci beaucoup Stéphane pour ce petit focus sur les gisements et surtout sur les outils qui nous permettent d'avoir un peu plus d'informations justement sur ces produits. Donc si vous voulez, on peut déjà passer sur quelques petites questions si vous en avez. Oui. Alors, attendez, il y a un micro qui va arriver. Je vais garder le mien. Merci. Oui, bonjour. Cédric Lemaire, Société Vapran. Vous parlez de conflits d'usage entre différentes filières. Si vous pouvez revenir sur le slide, parce qu'en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, les coproduits, alors même si je partage complètement votre opinion, parce que je suis dans la branche valorisation, alimentation animale, etc. On sent bien qu'il y a une concurrence quand même qui se tend, notamment sur la valorisation énergétique, notamment avec la méthanisation ou la combustion. On sent bien qu'il y a des gros acteurs comme GRDF, etc. qui poussent. Enfin, GRDF, mais il y en a d'autres. C'est une économie subventionnée pour la valorisation énergétique. Qu'est-ce qui est prévu par les autres filières pour faire tomber en tout cas rééquilibrer, on va dire, les branches pour tendre vers de la valorisation plus noble, soit animale, soit cosmétique, enfin soit fit, soit food, soit cosmétique ou biotech. Eh bien, merci de la question. Effectivement, c'est pas simple. C'est pas simple parce que l'énergie demande beaucoup de biomasse. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas d'abord exploiter la biomasse avant de la finir sur le modèle énergétique. Et c'est là où des structures comme nous au sein de BSB, on peut intervenir parce qu'on va accompagner les entreprises sur des voies de valorisation qui sont autres, pas spécialement sur les voies de valorisation énergétique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas finaliser après derrière cette valorisation-là. Mais des structures comme la nôtre, en fait, on va porter ces projets-là au niveau de la région, au niveau de structures financières comme l'ADEME ou des choses comme ça. On va soutenir ces projets. Et donc, on va accompagner soit sur l'identification de financement, soit sur des mises en relation, etc. Mais je pense que là-dessus, il y a des acteurs qui ont besoin d'être accompagnés et nous de mettre en avant aussi ces voies de valorisation-là. Et plus on parlera de projets à succès, et finalement, plus on va restreindre le côté énergétique, valorisation énergétique. Et je compléterai aussi par rapport à cette question sur le fait que, par exemple, la région Bretagne qui finance de nombreux projets individuels et collaboratifs, on se retrouve sur des taux de financement un peu plus élevés lorsqu'on prend en compte en fait des produits biosourcés. Donc ça rentre dans la thématique, un petit peu fourre-tout quand on parle de sobriété. Mais si par exemple quelqu'un veut changer son milieu de culture pour des micro-organismes avec des produits biosourcés, il aura un financement plus élevé que si c'était avec d'autres matières qui ne sont pas des coproduits. Donc on voit qu'il y a quand même une tendance, même si on peut voir des mastodontes derrière sur l'énergie qui peuvent faire peur, et ça se comprend.
Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais ça fait vraiment partie des schémas qui sont indiqués dans le schéma régional de la biomasse. Donc c'est des missions de la région. Et donc il y a vraiment une volonté de la région d'agir sur cet axe-là. Et du coup d'impliquer aussi des financements sur ces axes-là. Alors, je me rends compte que ça va être compliqué d'avoir beaucoup de questions entre chaque intervenant. Donc, je vous propose de poser d'autres questions à Stéphane à la fin de cette table ronde. Donc, place maintenant à Charles qui va nous présenter les procédés de transformation des coproduits. Voilà, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Charles Delannoy. Je suis le dirigeant d'une petite société qui s'appelle Procidis. Et donc, je n'ai pas la prétention en 10 minutes de faire le tour des possibilités de valorisation et des procédés. On va juste aborder quelques points. Donc, l'idée, voilà, c'est comment on transforme des coproduits en ingrédients, en extraits pour des marchés en développement. Comment ça marche ? Voilà, une slide pour dire qui est Procidis. Donc on suit les projets depuis la réflexion de base. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est le gisement? Quelle est sa composition? En général, on part assez vite dans des essais labo une fois qu'on a réfléchi à un procédé. Et puis il y a différentes étapes. On passe par des essais pilotes une fois que le procédé a été mis au point au stade laboratoire. Et puis on fait un accompagnement industriel jusqu'à étudier les équipements, l'usine, la chaîne de production et aussi les coûts de production, ce qu'on appelle CAPEX, OPEX. Voilà. Je sais pas, il marche pas bien le... Ah voilà, ça y est. Voilà, dans différentes études, on trouve environ 13 millions de tonnes de coproduits disponibles, qui comprennent évidemment tout ce qu'a présenté Stéphane. Le premier point, effectivement, c'est important d'avoir un gisement suffisant. Et en fonction du gisement, on va réfléchir au marché et aux applications. Par exemple, quelques exemples. Là, une usine d'hydrolyse marin, si on n'a pas 5000 tonnes disponibles, c'est pas la peine de partir sur ces voies-là. Sur des coproduits céréales ou autres, moi j'imagine qu'il faut à peu près 10 000 tonnes. Et si on rentre dans des marchés plus pointus, comme la nutraceutique, à partir d'une centaine de tonnes, on peut déjà imaginer extraire des ingrédients pour ces marchés-là. Et en cosmétique, évidemment, on a des valeurs ajoutées plus élevées. Donc on peut avoir un gisement plus modeste en essayant de sortir des molécules à plus haute valeur ajoutée. Donc une 15 à 20 tonnes, ça peut être quelque chose d'envisageable. Voilà, c'est une donnée importante, évidemment, de prendre en compte la taille du gisement. Et puis, bien sûr, après, il faut regarder ce qu'il y a dans les coproduits. Qu'est-ce qu'on y trouve, la composition, les matières premières, éventuellement les contaminants, la fraîcheur, etc. Et quelles molécules d'intérêt on est capable d'extraire, évidemment, avec quel rendement. Et puis, il y a la partie logistique qui est très, très importante. Si on va chercher les coproduits à 1000 km de là, ça va être compliqué. Donc, il est important de réfléchir au périmètre de collecte, au coût de collecte et aussi à la réglementation. Voilà, donc la ressource, alors c'est un peu les étapes que moi je considère importantes dans le déroulement jusqu'à la construction d'une usine. Et pour moi, tout ça, ça prend à peu près 3 ans. C'est la flèche que j'ai mis là sur le côté. Donc le premier point, c'est la ressource, étudier la ressource, les volumes, le type de produit, la composition, la fraîcheur. Ensuite, réfléchir au marché, vers quel marché on veut aller. Est-ce que c'est vers la nutraceutique? Est-ce que voilà. Et on fait souvent un benchmark pour voir ce qui se fait déjà, ce qui existe. Quelles sont les applications qui ont l'air d'avoir le vent en poupe. Ensuite, on passe au stade laboratoire pour développer le procédé et les phases d'extraction. Tout ça, ça nous mène déjà à 5-6 mois à partir du temps zéro d'un projet. Des essais pilotes pour valider que le process qu'on a développé au labo est valide et qui tient la route et que les équipements auxquels on pense sont vraiment ceux qu'il faut retenir. Évidemment, rapidement, il faut passer sur une étude des coûts, CAPEX, OPEX, rentabilité, etc. Et puis ensuite, on part sur une étude industrielle avec différentes étapes, une pré-étude qu'on appelle souvent APS, avant-projet sommaire, où il faut étudier effectivement les équipements, avoir peut-être plusieurs devis, tout ça, ça prend du temps. Faire des plans.
Et puis ensuite, c'est le chantier de construction. Voilà. Donc moi, j'estime qu'entre l'idée de base, la réflexion et peut-être l'usine, 3 ans, c'est un minimum, quoi. Voilà, et puis rapidement regarder les marchés, évidemment, de quel marché on parle. Est-ce que c'est un marché en croissance? Est-ce qu'on va vers la nutraceutique, vers la cosmétique, l'alimentation animale? Donc tout ça, c'est lié aussi à la taille du gisement. Plus le gisement est grand, plus il faudra évidemment arriver vers des valorisations en alimentation animale, voire en énergie, comme on disait tout à l'heure. Nécessité de connaître les prix et les tendances, évidemment, depuis au moins 4-5 ans, parce que ça, c'est ce qui va donner la rentabilité. Et puis savoir si notre produit final aura des avantages par rapport à la concurrence, des caractéristiques majeures, est-ce qu'on est bien placé sur un plan concurrentiel, et puis quel mode de vente on va mettre en œuvre, quoi. Est-ce que c'est du B2B, du B2C, est-ce qu'on passe par des distributeurs? Voilà, ça c'est toutes les questions liées au marché. Les contraintes réglementaires, elles sont majeures, surtout quand on parle de coproduits animaux. Voilà, donc il y a des contraintes réglementaires, technologiques, économiques et environnementales. Des agréments sanitaires, les contraintes environnementales, c'est tout ce qui concerne les odeurs, évidemment les rejets qui peuvent bloquer un projet de valorisation de coproduits. Et tout ce qui est coproduit en général, c'est des problèmes majeurs, hein. Les problèmes d'odeur sont souvent pas simples à résoudre. Les contraintes d'autorisation, de réal, etc. Voilà, je vais passer rapidement sur tout ça. Alors, je ne vais pas faire une revue large de toutes les possibilités de valorisation. Nous, à notre niveau, souvent, on passe par des phases de solubilisation, ce qui permet d'extraire certaines fractions qu'on a solubilisées et de séparer ensuite ce qui est soluble de ce qui est insoluble. Et donc, les procédés enzymatiques sont souvent un outil intéressant. Donc, c'est des choses qui sont souvent impliquées dans le poisson. L'hydrolyse des protéines par voie enzymatique permet de les séparer. On peut séparer aussi des phases d'huile, des phases résiduelles d'insolubles. Voilà, c'est un petit peu des exemples que vous connaissez pour la plupart, hein. On peut avoir aussi des phases d'extraction sans passer par des procédés enzymatiques, tout simplement par des techniques de cuisson, de pressage, de séparation de phase liquide, phase solide. Donc on peut mettre en œuvre du micro-ondes ou des techniques un peu amplificatrices comme les ultrasons ou autre chose. Voilà, on peut presser pour séparer une phase liquide d'une phase solide. Ensuite, on peut faire des techniques membranaires pour séparer certains ingrédients qui ont des valeurs intéressantes. Ça peut être la micro, la nano, enfin, vous connaissez un peu tout ça, hein. Et puis souvent, on termine par du séchage. Le séchage, quand on est sur une phase liquide, c'est souvent de l'atomisation. Sur des phases solides, il y a plein de techniques possibles, hein. Ça peut être technique de lit fluidisé, statique, bon, voilà, des choses, voire la lyophilisation quand on est sur des produits à très haute valeur ajoutée. On peut travailler aussi par précipitation pour, par exemple, précipiter des protéines dans des produits riches en protéines. Et on a souvent aussi, alors c'est souvent un peu les mêmes techniques, hein, il faut à un moment donné séparer une phase solide d'une phase liquide. On peut remettre aussi là de l'ultrafiltration pour extraire des peptides, pour extraire des molécules de plus grande taille, des polymères, des polysaccharides, des choses comme ça. Voilà. Sur des coproduits végétaux ou d'insectes, on a beaucoup travaillé, nous, toute une époque sur les insectes, même si c'est un peu plus difficile en ce moment pour cette filière-là. Voilà, là, on est sur des techniques de cuisson, de pressage, voire de procédés enzymatiques aussi, hein, ça marche très bien là-dessus. Et finalement, de séchage. Et on a souvent, dans la plupart des produits, des biomasses, on a souvent des phases protéiques, des phases lipidiques, des phases minérales. Et le tout est de récupérer aussi dans tout ça des ingrédients intéressants, des polyphénols, des vitamines, des polysaccharides, et ça c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc je parlais après de l'étape suivante qui est du pilote, hein. Donc le pilote c'est effectivement indispensable après le labo pour définir les équipements, pour valider les rendements, pour avoir des échantillons pour les clients et pour évidemment avoir une approche financière, CAPEX, OPEX, et engager et préparer donc le scale-up industriel, quoi. Voilà, et puis quelques exemples d'unités industrielles sur lesquelles nous on a travaillé. Unités de biostimulants, notamment sur des coproduits enzymatiques ou des coproduits d'algues, pour faire des extraits biostimulants pour la fertilisation.
des unités d'huile raffinée, des huiles intéressantes d'origine marine ou même végétale. On a monté il y a 2-3 ans une unité de friandises chien et chat pour une société à partir de coproduits dans lequel on a incorporé différents ingrédients qui ont des propriétés nutritionnelles et qui ont donné des allégations aux produits finis. Des poudres végétales aussi, on a travaillé sur des produits comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, la valorisation des coproduits, effectivement, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. L'engagement environnemental fait évoluer l'approche. Donc le succès d'un projet pour arriver jusqu'à une unité industrielle, ça repose à la fois sur la maîtrise de la ressource, on l'a vu, les volumes, la proximité, les coûts, sur la réglementation qui est souvent contraignante, et il faut vraiment travailler ce sujet-là parce que parfois on a des surprises. Il faut quand même un peu d'innovation technologique si on veut être un peu compétitif et parfois en avance par rapport à ceux qui sont déjà sur le marché. La maîtrise des coûts, évidemment, et puis l'engagement environnemental, donc traiter les sous-produits des sous-produits, c'est-à-dire l'eau, les odeurs, les résidus finaux s'il y en a. Voilà. Et puis l'importance de la RSE, avec développement des labels, des normes, des audits, et du marketing durable. Voilà ce que je peux dire en... C'est 12 minutes, mais... Oui, c'est un petit peu court pour quand même parler de tous les procédés, mais bon, voilà, j'invite tout le monde à poser des questions à Charles après cette table ronde. Est-ce que, bon, on a le temps quand même pour aller une ou deux questions? Est-ce qu'il y aurait des questions dans l'auditoire? Non, alors moi j'en ai juste une petite. C'est à t'écouter, c'est vrai que tu as parlé pas mal des protéines, mais aussi un petit peu après des lipides et autres. Est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être un peu plus? C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce thème, le principe de bioraffinerie, parce que c'est vrai que souvent on fait la comparaison avec le pétrole, et quand on commence à parler des coproduits, des personnes disent je suis intéressé par le lycopène de la tomate ou autre chose, mais finalement l'objectif c'est de tout valoriser. Alors, le concept de bioraffinerie veut dire qu'on a défini les différentes étapes de fractionnement. Et donc, souvent, ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut passer par des phases de solubilisation. Enfin, moi, je considère une bioraffinerie plutôt en voie aqueuse, parce que si on commence à travailler sur des solvants, c'est autre chose. Voilà, donc c'est pour ça que les voies enzymatiques sont intéressantes. C'est ça, il y a une réaction principale. Et ensuite, il faut séparer, fractionner. Donc, on utilise toutes les techniques de fractionnement. Ça peut être la filtration, la centrifugation. On a vu les techniques membranaires. Et donc, on a parfois des ingrédients, des molécules qu'on arrive à extraire, de mettre de côté, et donc qui ont, eux, une valeur ajoutée pour des marchés très intéressants qui sont la cosmétique ou la nutraceutique. Et puis, on aura, dans la suite du procédé, des flux plus importants qu'il faudra sécher et qui, eux, finalement, ont plutôt une application dans le domaine animal parce qu'on est sur des gros volumes et on est sur des produits plus basiques. La protéine, finalement, il y a des gros besoins d'alimentation animale et les prix, on les connaît, ils ne sont pas très très élevés. Donc voilà, bioraffinerie, c'est fractionner, essayer d'extraire certaines molécules qui ont un gros intérêt et une valeur ajoutée importante, tout en pouvant poursuivre le flux complet de la valorisation. Enfin, l'idée sur des coproduits, c'est vraiment de tout valoriser, quoi. Parce que si on ne prend que la molécule intéressante en disant le reste... je m'en occupe pas, évidemment, à un moment donné, ça ne tient pas, quoi. Voilà. Mais merci beaucoup. Toujours pas de questions en auditoire? Bon, merci beaucoup, Charles. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Alexandre Francin pour l'impact environnemental de la valorisation des coproduits via l'analyse du cycle de vie. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Alexandre Francin, enchanté. Moi, je m'occupe en fait de la direction technique d'une société qui s'appelle O2M, qui est basée essentiellement dans le Grand Ouest. Je vais en parler juste après. Et l'idée là, à travers cet atelier-là, c'est de vous présenter un peu comment on aborde la question de l'empreinte environnementale des coproduits dans tout ce qui existe aujourd'hui dans les exercices de reporting, vous savez, climatique, qui peuvent exister au niveau des entreprises. Et forcément d'avoir quelques exemples. Donc pour dire un petit mot d'O2M, O2M c'est quoi? C'est une structure qui a maintenant un peu plus de 15 ans. Je disais qu'elle est basée dans le Grand Ouest essentiellement. Donc vous voyez les 6 agences que l'on a. Ça prend une 50aine de collaborateurs, essentiellement des profils ingénieurs. Et puis en fait on a 5 grands métiers. On a un métier du conseil où globalement on va travailler sur 3 sujets. L'ESG, la CSRD, que certains connaissent, on en parle beaucoup en ce moment. La question aussi de l'empreinte carbone des organisations et des trajectoires.
de réduction, et notamment une trajectoire 2 degrés. Et puis également le sujet dont on va parler aujourd'hui, à savoir la partie produit avec les analyses cycle de vie et l'éco-conception. Donc ça, c'est 3 grands métiers. On a un 4e métier qui est la R&D. On travaille sur des sujets de méthodologique, d'évaluation environnementale et puis également de numérique. Et puis un dernier métier qui est la communication responsable qu'on a internalisé pour aider tout simplement nos clients à s'approprier les messages concernant justement le volet environnemental, parce que c'est quelque chose aujourd'hui de très sensible. Donc voilà pour présenter rapidement au deuxième. Je vais me décaler pour tout de suite passer finalement dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse, à savoir l'empreinte environnementale des coproduits. Aujourd'hui, cette notion d'empreinte environnementale des coproduits, en fait, on l'aborde à travers un outil qui est très largement utilisé, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, qui s'appelle l'ACV, pour analyse cycle de vie. L'ACV, c'est quoi ? C'est aujourd'hui, en 2025, malgré des faiblesses, c'est en fait la méthode et l'outil le plus reconnu pour justement adresser cette question de l'empreinte environnementale à l'échelle, encore une fois, des produits. Et j'insiste vraiment sur la notion de produit. C'est notamment cette méthode qui a été retenue, vous savez, au niveau de la Commission européenne et puis également en ce moment de l'État français pour travailler notamment un système de scoring environnemental, une sorte de Nutri-Score si vous voulez, mais environnemental, qui serait directement imposé sur le packaging. Derrière cette sorte de notation qui est en cours de construction, en fait c'est l'ACV qui est utilisé parce que c'est quelque chose c'est le petit schéma qui est ici. C'est quelque chose en fait qui est très intéressant pour aborder un produit dans une dimension cycle de vie. D'où le nom de toute façon. C'est-à-dire quand on parle de cycle de vie, on va parler de multi-étapes. C'est-à-dire qu'on va regarder un produit sur à la fois la production de ses ressources au champ, si on parle de produits agricoles, et puis également toutes les étapes successives qui vont finalement venir lui apporter une valeur ajoutée et pour aboutir jusqu'à un produit qui va se retrouver en fin de vie par son packaging et autres. Donc on va vraiment regarder tout ça. On va regarder aussi le produit sous un angle multicomposant, c'est-à-dire on va vraiment regarder finalement tout ce qui interagit avec le produit d'un point de vue packaging, mais pas que, si on peut avoir aussi des interventions extérieures, mais vraiment tout ce qui va interagir avec le produit sur son cycle de vie. Donc par exemple, si un produit doit être réfrigéré chez le consommateur, avoir intégré le fait que, oui, il y a besoin d'un petit peu d'énergie pour être réfrigéré au sein d'un frigo. Et la dernière notion de l'ACV, pourquoi elle est intéressante, c'est parce qu'elle est dite multicritère. C'est-à-dire qu'on va adresser plusieurs enjeux environnementaux, pas que le carbone, pas que les gaz à effet de serre, mais également des sujets sur l'eau, sur les sols, sur la pollution de l'air, vraiment un certain nombre de sujets qui sont normés, encadrés, dont je ne parlerai pas forcément dans le détail aujourd'hui, mais il y a à peu près une quinzaine aujourd'hui d'enjeux environnementaux qui sont regardés par la Commission européenne. À quoi elle sert cette ACV ? Il y a trois grands contextes d'usage. Le premier qui est en bas à gauche, même si vous ne voyez pas très bien, c'est ce qu'on appelle identifier finalement des hotspots, c'est-à-dire c'est comprendre sur un produit quelle est la chaîne de causalité de son empreinte environnementale. C'est-à-dire, est-ce que c'est un ingrédient en particulier, est-ce que c'est un process, est-ce que c'est un sourcing avec une logistique et ainsi de suite. C'est ça en fait, quand on dit identifier des hotspots, c'est comprendre la causalité. Le deuxième usage de l'ACV, c'est comparer les alternatives. C'est-à-dire, j'ai le choix, par exemple, si je suis en R&D, entre deux ingrédients ou entre deux recettes, je veux choisir la recette la plus adaptée d'un point de vue environnemental, donc je recours en fait à l'ACV pour les comparer. Et puis le troisième usage, c'est communiquer, notamment par les fameux dispositifs que j'ai évoqués, mais c'est que communiquer à un client en B2B ou en B2C sur quelle est l'empreinte de la solution, moi, industrielle, que je te propose. Certains utilisent l'ACV dans cette logique-là. Et c'est d'ailleurs ce dont on va aussi parler à travers les exemples. Et pourquoi en fait on regarde tout le cycle de vie et tous ces indicateurs environnementaux? C'est pour éviter en fait finalement des phénomènes, ce qu'on appelle des transferts. C'est-à-dire ça serait d'avoir une solution qui, sur le papier, est bien pensée, mais qui finalement, mis bout à bout, peut générer en fait des dommages, des effets rebonds indésirables, soit à travers des enjeux environnementaux, c'est-à-dire j'ai peut-être quelque chose qui est très bon d'un point de vue climat, mais qui est très mauvais sur l'eau, comment j'arbitre? L'ACV est là pour répondre. Ou alors j'ai quelque chose qui est très bien en fait sorti de mon usine, mais en fin de vie je ne sais pas le gérer, ce qu'on appelle un transfert. Donc on va arbitrer et on va finalement prendre la hauteur nécessaire pour au moins avoir toutes les clés derrière dans une prise de décision, notamment quand on développe des
produit. Et pour comprendre en fait la logique d'un coproduit dans ces approches ACV, j'ai remis le petit schéma ici, parce que c'est vrai que c'est souvent une question qu'on se pose quand on a un procédé industriel, ou même d'ailleurs une production agricole, qui va générer un produit et un coproduit. C'est-à-dire que j'ai un procédé qui va consommer par exemple une matière, qui va consommer de l'énergie, qui va générer des effluents, des déchets, ainsi de suite. Donc la question quand on est dans une approche produit, c'est comment je vais répartir l'empreinte environnementale de tout ce que j'ai cité, en matière, énergie, ainsi de suite, entre les sortants de ce procédé-là. Donc entre le produit 1 et son coproduit. Comment je vais faire cette répartition? Parce que oui, en ACV, un coproduit n'est pas un déchet, mais même d'ailleurs pas qu'en ACV, dans toute la réglementation actuelle, il y a bien une notion qui est différente, donc le coproduit doit se voir attribuer une partie de l'empreinte environnementale du procédé qui l'a généré. Donc la question se pose de comment on fait cette répartition-là. Et bien très clairement, il y a une espèce de, alors je ne sais pas si vous la voyez bien là sur l'écran avec l'estrade, mais il y a une espèce de hiérarchie des approches, la plus utilisée en agroalimentaire, qu'on appelle l'allocation. C'est-à-dire qu'on va allouer entre le produit 1 et son coproduit, on va allouer l'empreinte du procédé au prorata de soit la masse, enfin en tout cas au prorata d'une relation physique qui peut être la masse, le contenu énergétique, un contenu protéique, et ainsi de suite, entre un produit et un coproduit, ou soit, si on ne peut pas faire ça, et c'est notamment le cas quand il n'y a pas de relation physique entre un produit et un coproduit, on va réaliser ce qu'on appelle une allocation dite économique, c'est-à-dire que plus un coproduit ou un produit va avoir une valeur économique importante, plus il va se voir attribuer une part importante du procédé qui l'a généré. Et ça, c'est très important. Je vais l'illustrer, bien sûr, parce que c'est dit comme ça, c'est peut-être pas très clair. Et ça, c'est super important parce que derrière, forcément, la stratégie en termes d'amélioration qu'on peut avoir sur les procédés et ainsi de suite, sera peut-être pas forcément la même. Donc, je vais illustrer pour que ce soit vraiment très clair cette notion d'allocation. Avec un exemple que tout le monde connaît, c'est la viande sortie d'abattoir. C'est-à-dire qu'un abattoir va générer forcément un produit principal destiné à la food, des coproduits et des sous-produits. La question va donc se poser, en sortie d'abattoir, de comment je vais répartir l'empreinte environnementale de tout ce que je vois là, c'est-à-dire la ferme, puis après l'étape d'abattage qui va consommer de l'énergie, et ainsi de suite. Comment je vais répartir tout ça entre mes différents sortants qui ont une valeur, qui sont valorisés. Donc je parle vraiment des coproduits et des produits. Les sous-produits, eux, ce sont des déchets. Donc ils ne récupèrent pas une part de l'empreinte. Donc ici, vous voyez le petit listing, alors c'est en anglais, mais entre, on va dire, la partie viande, alimentation humaine, la partie coproduits, alimentation humaine aussi, en tout cas qualité alimentation humaine, et puis des coproduits catégorie 1, 2 et 3. Dans une logique d'allocation, en jaune massique, c'est-à-dire on raisonne simplement au prorata de la masse de viande et la masse de coproduits. Là, c'est l'exemple sur une matière bovine, et voilà ce que ça donnerait en jaune. Dans cet exemple-là, la viande d'alimentation humaine, la viande récupérait à peu près la moitié de l'empreinte environnementale générée par le champ, par l'animal au champ, et également par l'étape d'abattage. Et vous voyez les coproduits en dessous, 15, 22, 7 pour les peaux et les cuirs, et puis également les catégories 3 qui en récupéraient un peu. Ça, c'est l'approche massique. L'approche économique donne des tendances totalement différentes, puisque là, on va faire ce prorata, finalement, selon la valeur économique à un instant T sur un marché. Donc, dans cette logique-là, forcément, la logique va attribuer plus de l'empreinte environnementale du système à la partie food, en l'occurrence, là, 93%. Alors, il faut savoir que dans l'agroalimentaire, aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'ADEME, ou que ce soit au niveau de l'Union européenne, des bases de données que vous utilisez, et ainsi de suite, dans ces exercices de comptabilité, on va dire, environnementale, c'est souvent l'allocation économique qui est retenue. Typiquement, sur la viande, c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe s'est à peu près mis d'accord pour dire, dans l'industrie de la viande, c'est l'approche économique qui est retenue. Même si elle a des limites. Les limites, elles sont ici à droite. La première, c'est quoi? C'est que si, par exemple, la valeur d'un coproduit augmente, forcément, son impact environnemental va augmenter. Même si physiquement, il n'y a pas de différence dans le procédé,
cette logique, cette règle économique fait que le coproduit va récupérer finalement plus d'impact environnemental parce que tout ça n'est qu'un principe de vase communicant, si vous voulez. Donc si le coproduit, la valeur augmente, et ben, il se verra attribuer un peu plus d'empreinte environnementale de tout ce qui lui précède. Et bien sûr, l'impact du produit principal, lui, diminue. Ben oui, parce qu'encore une fois, tout n'est que vase communicant. Donc, si le coproduit, la valeur du coproduit augmente, ben, ça veut dire que derrière, le facteur d'impact qui sera attribué au produit principal, lui, va légèrement chuter. Donc voilà. Donc, vraiment, cette notion économique est retenue dans toutes les approches que vous pouvez utiliser, même dans les bases de données au niveau de l'ADEME et ainsi de suite, même si ce n'est pas toujours visible. Et donc voilà, en fait, comment c'est réalisé. Donc maintenant, si on prend des exemples, j'avais mis de mémoire 3 exemples. Un exemple emballage, un exemple secteur feed, où je rebondis justement sur la partie insectes, et un exemple sur la partie food. Là, c'est un exemple emballage, avec justement... Assez vite. Ouais. Là, c'est justement un exemple avec l'emballage. Donc, c'est une barquette PLA, tout simplement. Voilà. On avait travaillé dessus avec un acteur qui va venir intégrer dans cette barquette aussi des coproduits de culture de blé à hauteur de 25%. Donc voilà, ça c'est l'empreinte environnementale de la barquette. Donc on voit la contribution du PLA, qui est en bleu. Puis vous voyez la petite proportion en jaune, qui est le blé, enfin le coproduit de blé à hauteur de 25%, mais qui représente dans son empreinte carbone ici seulement 3% de son empreinte carbone. Donc si on compare cette barquette à d'autres barquettes équivalentes, notamment en bleu, c'est une barquette intégralement en PET vierge. En bleu clair, c'est une barquette avec une intégration un peu de biosourcé. Et puis, on a une barquette aussi intégralement en PLA, là, en marron foncé. Ben, on voit en fait que le bilan environnemental, là, sur différents enjeux environnementaux, il est assez mitigé pour notre barquette qui est la dernière, qui est en PLA et en blé. On voit globalement, par rapport en tout cas à c'est ce qui est dit ici, à du PET vierge, elle va être meilleure d'un point de vue empreinte carbone, mais par contre, sur des enjeux plus sensibles comme l'eutrophisation aux pratiques agricoles, ben on voit que là, c'est moins intéressant. Pourquoi ? Parce que là, en l'occurrence, c'est une barquette qui, en fin de vie, finit aux ordures ménagères, en tout cas qu'on avait considéré comme finissant aux ordures ménagères, parce que les filières n'existent pas forcément. Et donc, on voit qu'effectivement, le bilan est moins intéressant. Par contre, quand on va sur une barquette qui, en fin de vie, a la même caractéristique, mais qui est compostée, ben on voit très clairement en fait, que le bilan d'un point de vue, en tout cas carbone, là, devient très intéressant, parce qu'en fait, on a un retour du carbone au sol. Donc, c'est typiquement le genre d'exemple où l'intégration d'un coproduit peut être intéressant, mais très clairement dépend aussi d'une évolution de la filière de fin de vie qu'on ne maîtrise pas toujours. Donc c'est juste un premier exemple pour avoir cette vigilance-là sur la partie coproduit. Sur la partie feed, c'était le cas justement avec des protéines d'insectes. On a regardé, on a comparé avec un acteur justement quelle était l'empreinte environnementale des protéines transformées issues de volailles et des protéines transformées issues d'insectes. Je vais plutôt me mettre là. En rose, on a la volaille. En jaune, on a l'insecte. Très clairement, en fait, ramener à la quantité de protéines apportée, la protéine d'insecte, là, en l'occurrence, est moins intéressante, malgré le fait qu'elle ait une teneur en protéines plus élevée. Pourquoi ? Parce que la filière volaille, en fait, est déjà une filière qui valorise du coproduit. Donc forcément, ça fait écho à les premières slides que j'ai évoquées avec l'allocation, forcément, les protéines de volaille sont mieux positionnées dans cette logique-là. Mais si on va encore à un niveau en dessous, on s'aperçoit que même cette protéine d'insecte, elle peut avoir un bilan environnemental qui varie selon aussi la façon dont est nourri l'insecte. Soit un insecte intégralement nourri à base de coproduits, c'est ce qu'on voit ici, soit un insecte qui est partiellement nourri à base de coproduits, mais également à base de produits plus, entre guillemets, nobles. Et on voit très clairement là l'intérêt de la larve d'insecte en fait nourrie intégralement à partir de coproduits. Et dernier exemple, c'est sur la partie food. C'est le cas d'un petit financier sur lequel on avait travaillé aussi. Et puis, donc on avait commencé par faire une sorte de photo de son empreinte environnementale. Donc avec à gauche la recette et à droite la répartition de son empreinte. On voit qu'il y avait un ingrédient qui ressortait, c'était la poudre d'amande, là en marron.
parce que question de stress hydrique sur la production d'amandes et ainsi de suite. Donc, avec l'industriel en question, on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'on pourrait trouver une alternative, tout simplement, qui soit d'un point de vue organoleptique intéressant et idéalement plus local en fait qu'une poudre d'amande. D'où la question apparue de la farine de marc de pomme. Oui, c'est ça, je dis pas de farine de marc de pomme, localement disponible en quantité et en stabilité. Et très clairement, on voit, alors, en intégration recette, en couplant en fait poudre d'amande et une petite proportion de sucre en plus. Alors malheureusement d'un point de vue nutritionnel, mais d'un point de vue environnemental, en tout cas, on voit qu'effectivement, c'est typiquement le genre de stratégie qui avait du sens. Mais quid, c'est ce que je disais, attention, sur un plan nutritionnel, parce que derrière, en augmentant la proportion de sucre dans le produit, on dégrade son profil nutritionnel, donc c'est toujours une question de curseur. Mais typiquement, ce genre de stratégie peut être intéressante derrière pour venir finalement améliorer l'empreinte mentale d'un produit, même dans le food, avec l'usage d'un coproduit qui est localement disponible et en quantité. Donc voilà ce que je disais en synthèse tout simplement des grands messages, avec aussi une question de fond qu'on n'a pas forcément vu à travers les exemples, mais qui est souvent aussi présente, et c'est la compétition des usages qu'on évoquait à l'instant. C'est que là en fait on raisonne très micro à l'échelle du produit. Ça donne pas en fait une image fidèle d'une réalité beaucoup plus macro. Je donne un exemple ici. Quelles conséquences d'utiliser une paille de chanvre en plasturgie alors que celle-ci est utilisée en isolant? Et la question derrière, la réponse à apporter, elle n'est pas simple, bien sûr, cette question adressée là, entre la priorité des usages. Il y a des approches en fait en ACV pour aller chercher, comprendre en fait les conséquences sur un marché, de dire finalement en plasturgie, s'il n'y a pas cette paille de chanvre, comment ils font, et inversement aussi sur la partie isolant, et donc de mesurer comme ça et de comparer finalement des scénarios un peu plus macro, de dire est-ce que telle valorisation est plus intéressante qu'une autre, et ça en fait c'est totalement une échelle qui est différente de la partie produit, mais qui est beaucoup plus à l'échelle en fait territoriale, et ce sont des approches d'ACV conséquentielles, ce qu'on appelle. Mais voilà, toujours bien comprendre aussi la distinction entre les deux, et je vais m'arrêter là. Merci à vous. Merci beaucoup Alexandre. Donc très rapidement, parce qu'il va y avoir une autre conférence par la suite, est-ce que vous avez des questions ? Décidément, beaucoup d'interrogations, mais... Alors moi j'en ai une petite, en fait c'est quelque chose qu'on a pu vivre aussi chez Biotech Santé Bretagne. Je me demandais en fait si ça arrivait que des industriels valorisent leurs coproduits et que finalement ça c'est un impact négatif sur l'environnement. C'est-à-dire que l'objectif était quand même d'avoir un impact environnemental quand même, on va dire, moins poussé, et ils se retrouvent en fait vu les procédés utilisés, à aggraver en fait leur situation. Oui, bien sûr. On l'a déjà vu, en fait, que ça soit des fausses bonnes idées, malheureusement. Généralement, il y a deux raisons à ça. Soit le procédé en fait qui est mis en œuvre pour transformer, valoriser la ressource, il n'est pas adapté, ou trop énergivore, ou ainsi de suite, mais vraiment trop lourd finalement. Ou l'autre cas, ça peut être une boucle de collecte qui soit en fait faramineuse, c'est-à-dire que si on va chercher en fait la ressource à 500 bornes quelque part pour la transformer et la valoriser, alors parfois c'est bien, enfin parfois c'est pas que c'est bien, mais c'est pas pire que ce qu'on veut en fait venir challenger, mais parfois en fait ça devient un non-sens, et là en fait donc c'est toujours pareil, c'est le curseur où on le place, et donc voilà. Mais la CV justement est capable d'aller mettre le doigt sur le seuil, de dire finalement si je vais au-delà de 200 bornes pour valoriser la ressource, pour aller la capter en tout cas, c'est un non-sens. Et ça parfois effectivement ça peut arriver que d'un point de vue industriel on soit hors de ce périmètre-là, et donc le projet en tout cas sur un plan environnemental n'ait pas de sens. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir du sens sur un plan sociétal ou économique, mais sur un plan environnemental la validation ne sera pas là, quoi. D'où l'importance de développer des filières avec une certaine circularité. Alors moi j'ai une dernière petite question, si on n'a toujours pas dans l'auditoire. Juste par rapport, tout à l'heure tu as parlé... main qui s'est levée rapidement, très rapidement. Bon, moi je te la poserai tout à l'heure. Ok. Ouais, calcul d'ACV, c'est effectivement hyper important, notamment pour des clients, y compris des clients, on va dire à l'export, des grands clients, des grands groupes qu'on peut fournir, parce qu'on a tout ce qui est bilan carbone, bilan eau, etc., enfin impact environnemental. Quid quand même, alors je pense que ces études sont vachement importantes pour améliorer les process, ça vient challenger les process, y compris la logistique, comme vous l'évoquez.
Néanmoins, est-ce que ce qu'on applique en France ou en Europe, parce que ça c'est plutôt européen, on l'applique ailleurs? Je connais plus ou moins la réponse, mais comment peut-on challenger de la même manière nos concurrents qui sont en région AMCAS, par exemple, ou en région Asie? Ouais, mais malheureusement, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément les mêmes référentiels, mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas spécifique au volet environnemental, c'est-à-dire que même d'un point de vue financier, les Européens ne vont pas compter de la même manière que les Américains. Bon, bah, on retrouve la même logique un peu sur le volet environnemental. Donc, c'est effectivement. Bon, il y a quand même un référentiel qui est utilisé par la FAO, et la FAO étant une instance internationale qui peut être intéressant et qui permet en fait de parler un langage commun. Mais je suis d'accord que dès qu'en fait on va venir exporter ou challenger, ou en tout cas même sourcer des acteurs qui sont en dehors de l'Union, faut être très vigilant. Faut être très vigilant à la manière dont ils le font, et voilà, et de leur demander en tout cas de dire comment vous l'avez évalué ce sujet-là, et ainsi de suite, parce que c'est vrai que sinon on peut vite y mettre tout et n'importe quoi. Mais écoutez, merci beaucoup. Cette table ronde touche à sa fin. En tout cas, merci beaucoup d'être venu écouter nos trois intervenants. Je vous laisse les applaudir. Merci beaucoup.